Ok, alors, avec vous, je voudrais parler aujourd'hui d'une autre chose qui est très importante, qui est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit hier. Évidemment, tout ce qu'on dit, euh, tient pour une période de confinement, mais est vrai tout le temps. D'accord? Qu'est-ce que ça a de particulier d'une période de confinement? C'est que d'un coup, tout notre rythme et notre zone de confiance, elle explose. Donc forcément, on se retrouve un petit peu à fleur de peau. Donc, ça peut être la source aux disputes. Et là, je voudrais parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on arrive à ne pas se disputer de façon générale, mais d'autant plus dans ces moments où on est en fleur de peau. D'accord? J'en ai déjà parlé un petit peu aujourd'hui, mais je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. La grande majorité des disputes, d'accord? Si on va voir, si on demande un couple qui va venir et qui va dire j'ai un problème, ils vont voir un rabbin, ils vont voir un conseiller de couple, ils vont voir qui que ce soit. Et on dit c'est quoi votre problème? Ça n'arrive quasiment jamais de dire j'ai un problème, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas. C'est jamais le problème. Le problème, c'est quoi? Mon mari ne me respecte pas, ma femme ne me respecte pas. Ça veut dire quoi? Ne me respecte pas. Ça veut dire que, en hébreu, le mot respecter, d'accord, ça vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire quoi? Ça veut dire lourd. Lourd. C'est-à-dire quoi? Il ne me trouve pas que je suis un lourd? Non. C'est quoi? Quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui ne peut pas se déplacer facilement. D'accord? Quand quelque chose est lourd, il a sa place, il ne peut pas se déplacer. Donc, quand tu dis il ne me respecte pas, c'est qu'il n'accepte pas que j'ai mon espace. J'ai l'impression qu'entre guillemets, qu'il n'est pas en respect que j'existe, tout simplement. Donc, en gros, si j'ai quelque chose qui fait, je le dérange, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va changer qui je suis. C'est-à-dire, par exemple, il va me dire, mais non, mais c'est pas grave, mais tu n'as pas besoin. Cas très souvent qui peut arriver quand on est enfermé l'un à côté de l'autre, par exemple, il laisse ses vêtements partout, il ne respecte pas, etc. Il ne me respecte pas. D'accord? Et là, il y a quelque chose qui est essentiel. D'accord? C'est quoi? Si mon problème avec la personne, c'est que, par exemple, il y a une chaussure par terre ou une chaussette qui est par terre. D'accord? Une chaussette par terre, bah, il suffit de la soulever et de la ranger et il n'y a plus de chaussette par terre. Mais en fait, le problème, c'est jamais vraiment la chaussette par terre. C'est quoi? C'est le sentiment que la chaussette par terre vient révéler qu'il n'a absolument aucun respect pour toi, pour moi, qu'il s'en fiche. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à régler. Parce que de régler un problème de chaussette, au fond, ça ne me dérange pas tellement. Et au fond, c'est facile de la prendre, de la ramasser, d'aller la mettre, de la ranger. Mais si je vois dans la chaussette une remise en question de qui je suis et du rapport qu'il a avec moi, alors d'un coup, la discussion elle est beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile à régler. C'est pourquoi la première chose pour arriver à gérer les différends et les problématiques dans un couple, c'est de garder les problèmes, de les circonscrire là où ils sont vraiment. Si je prends ce problème et je prends ça comme la preuve d'une problématique profonde et je vais faire ce qu'on appelle, je vais venir montrer, ça prouve bien que, eh bien, au fond, j'arrive jamais vraiment à soulever le problème parce que forcément, ça m'énerve. C'est-à-dire que si mon problème, c'est l'ordre, on trouve une solution. Mais si mon problème, c'est que l'ordre prouve bien qu'il ne me respecte pas, ben forcément, j'ai un problème qui est beaucoup plus profond. Et donc, à juste titre, j'ai envie de m'énerver. Et là, j'arrive à un point qui est essentiel par rapport à ça. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit Kol akoes sholtimpo kol mine gehina. Kol amefazer marota bekaraso yie benecha keoved avodazara. Toute personne qui commence à casser des choses, à jeter son argent, à casser ça dans sa colère, il soit à tes yeux comme un idolâtre. Toute personne. Pourquoi? Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi cet exemple que nous donne le Talmud? Qu'une personne va casser des choses qui lui appartiennent dans sa colère. Au fond, personne n'a envie de casser quelque chose. Mon père, il racontait toujours quand il était petit, il avait un prof de maths qui disait « Taisez-vous, sinon je casse mes lunettes ».
D'accord? Il me racontait que tous les enfants étaient très contents, attendaient le moment où le prof allait enfin casser ses lunettes. Donc, ils étaient contents de plus s'énerver pour voir quand est-ce qu'il allait enfin casser ses lunettes. D'accord? C'est logique pour personne au monde de vouloir se faire du mal. Donc, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se faire du mal? C'est qu'en fait, il n'est plus dans une situation de contrôle. J'ai l'impression que en détruisant tout, je suis en train de me donner une place. Donc, je suis en perte de contrôle de moi-même. Et donc, là-dessus, une des choses qui va nous aider, nous, à garder notre calme, il faut garder cette règle générale. Aucune situation au monde ne justifie de perdre le contrôle de soi-même. Ça va être une règle en or. Aucune justification au monde ne justifie de perdre le contrôle. Ça ne veut pas dire que je trouve tout très bien, ça veut dire que je n'ai pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en parler, ça veut dire qu'on ne doit pas le régler. Mais au fond, lorsque je suis en contrôle, j'arrive à un endroit où je suis prêt à m'auto-détruire pour laisser libre cours à ma colère. Et l'autodestruction, ce n'est jamais un outil de construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir des règles d'or. C'est intéressant. Dans la page noire, par exemple, on nous dit la chose suivante. On nous dit qu'on ne doit pas tuer une personne parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. On pose la question, les moussards, pourquoi tu as besoin de me dire parce que tu ne dois pas tuer? Parce que tu ne dois pas tuer. C'est la base de l'humanité qu'on ne tue pas. D'accord? Les non-juifs non plus ne doivent pas tuer. D'ailleurs, c'est dans la parchat noire, c'est à l'humanité entière, pas que au peuple juif. Tout le monde comprend qu'il ne faut pas tuer. Pourquoi tu m'as dit parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu? S'il n'était pas fait, tu aurais le droit de le tuer? Et réponse, si je t'avais dit qu'il ne faut pas tuer parce qu'il faut être gentil, parce que ça ne se fait pas, etc., l'homme serait venu avec des justifications de dire je ne dois pas tuer, mais lui, c'est tellement grave, alors je le tue. Mais une pourriture pareille, je le tue. Et lui, il mérite que. Vient la Torah et nous dit une chose non, non. Il n'y a pas de lui, il mérite. Une règle en or on ne tue pas. On ne détruit pas, on ne casse pas. Notamment dans le couple, on ne détruit pas. Pourquoi? Parce que, je crois que j'ai déjà dit au dernier cours pour couple, d'accord? Mais un couple, c'est quoi? Un couple, c'est quoi? C'est deux personnes qui font partie d'un tout qui s'appelle le couple. C'est une relation dans le couple qui est différente d'une relation avec un copain, par exemple. C'est-à-dire que si je vais m'énerver et je vais faire du mal, je vais être agressif vis-à-vis d'un ami, je suis en perte de contrôle de moi, d'accord. Mais d'une certaine manière, la relation peut continuer. Je suis désolé, on reprend. Mais lorsqu'on va se mettre en colère et qu'on va être agressif et qu'on va chercher à casser au sein du couple, on fait quelque chose qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux parce qu'on remet en question le socle du couple. Je m'explique. Prenons un exemple. Imaginons que moi, quelqu'un dans la rue est venu et m'a dit je ne sais pas, j'aime pas ta figure. Ok. Moi, je m'énerve et je le frappe. D'accord? Il m'a vraiment mal parlé, je ne lui ai rien demandé. Il est venu, il m'a agressé, je le frappe. Comment est-ce qu'on définirait quelqu'un qui frappe les gens dans la rue quand il lui parle mal? Je suppose quelqu'un de violent, quelqu'un de nerveux, etc. Bon, premier cas, on a trouvé. Deuxième cas. Autre cas, je veux planter un clou. D'accord? Je vous le fais avec la caméra quand ça va bien. Comment est-ce qu'on plante un clou? Je prends mon clou avec ma main gauche, je le tiens comme ça, hop là, je le tiens. Avec ma main droite, je prends le marteau et et je commence à planter mon clou. Très bien. Sauf que parfois, qu'est-ce qui arrive? Je suis au lieu de taper dans le clou, je tape dans mon doigt. Là, et je me suis fait mal au doigt. Et là, ce monsieur-là, dans sa colère et dans sa douleur, il prend avec la main gauche, il attrape le marteau et il commence à éclater sa main droite. Là, comment est-ce qu'on définirait le monsieur qui fait ça? Est-ce qu'il s'appelle un nerveux, un violent? Non, il s'appelle un fou. Pourquoi dans le premier cas, il ne s'appelle pas un fou, dans le deuxième cas, il s'appelle un fou? Parce que si toi, tu me fais du mal et moi, je te fais du mal, c'est mauvais, c'est une mauvaise approche de la vie, c'est négatif, c'est destructeur, etc. Mais ce n'est pas fou parce que d'une certaine manière, il y a une logique à ça. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. C'est mauvais, c'est une logique qui est mauvaise, mais c'est une logique. Mais pourquoi dans le cas de la main gauche et de la main droite, cette logique ne s'applique plus? Pourtant, la main gauche, elle était là, elle n'a rien demandé, elle était là, elle a rendu service à la main droite. Et la main droite, au lieu de lui dire merci, elle lui a fait mal. Donc, elle n'a rien à se reprocher, la main gauche. Tu peux comprendre qu'elle soit énervée. Mais pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'il n'y a pas une main gauche et une main droite qui sont deux individus.
la main gauche et la main droite sont deux parties d'un tout qui s'appelle moi. Si j'ai déjà mal à la main gauche, de me faire en plus mal à la main droite, ça ne va pas arranger mes problèmes. Au contraire, je vais avoir encore plus mal. Donc, je reprends. Si une personne, après avoir été blessée ou s'est senti qu'on lui a manqué de respect, va réagir en étant agressif, en essayant de casser l'autre et de faire du mal à l'autre, il lui fait du mal. Donc ça, c'est méchant, violent, tout ce qu'on a dit. Mais, et c'est beaucoup plus grave, il exprime à l'autre, toi, tu n'es pas moi. Parce que si toi, c'est moi, alors, quel que soit ce que tu m'as fait il y a une seconde, et quelle que soit la situation, rien au monde ne justifie que je vais te faire du mal, parce que quand je te fais du mal, je me fais du mal à moi. Donc, si je suis prêt à faire du mal, c'est que ma conception de notre relation n'est pas une conception que nous sommes les deux moitiés d'un tout. Et ça, si toi et moi, on n'est pas les deux moitiés d'un tout, ce qui s'appelle, je ne sais pas quoi, mais pas un couple. Donc, la première chose de façon générale, mais encore plus au sein du couple, c'est de comprendre que je dois avoir une loi en or, une loi, je dois l'écrire partout dans ma maison. Je ne me mets pas en colère contre l'autre. Je ne suis pas agressif. Je ne fais pas de pique. Je ne cherche pas à faire du mal à l'autre. Toute justification fait oui, mais là, tu comprends l'exagéré, ne peut pas tenir parce qu'encore une fois, quel que soit le rapport qu'il y a entre la main droite et la main gauche, de toute façon, évidemment que la main droite, si elle vient et qu'elle met une claque à la main gauche, il y a un problème. Il y a un dysfonctionnement. Mais même si la main droite a fait vraiment un sale coup à la main gauche, il n'y a rien au monde qui justifie que la main gauche va venir m'en faire du mal à la main droite. Parce que je me fais encore plus de mal. Donc, c'est de comprendre une chose, que d'un point de vue profond, ta femme et toi et ton mari et toi, vous êtes les parties d'un tout. D'un point de vue totalement beaucoup plus basique. Ce que je veux dire, ça marche aussi pour des colocs, d'accord? Quand tu es enfermé avec quelqu'un dans une maison et tu ne sais pas pour combien de temps, de toute façon, tu as intérêt que ça marche. Et de venir maintenant faire du mal à l'autre, ça va jamais être une façon de renforcer la situation. Qu'est-ce qui peut être, oui, une façon de renforcer la situation? C'est de venir exprimer à l'autre ton mal-être par rapport à son comportement. Mais c'est quelque chose de complètement différent. Et là, on rentre dans quelque chose qui s'appelle la communication non agressive. C'est-à-dire que je vais trouver un moyen d'exprimer mon mal-être sans que l'autre se sente agressé et remis en question par mon ressenti. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire de remettre les choses dans un cadre. Et la première chose, c'est que ça doit être vrai pour moi. Est-ce que quand je dis à l'autre, tu as fait cette chose-là et ça m'a fait du mal, est-ce que je cherche, entre guillemets, à remettre les pendules à l'heure en disant regarde comme tu es un gros nul, ou est-ce que je cherche à construire la situation et à construire notre relation? Il dit très souvent, le Rav Eli Lemel, d'accord, en français, quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, on doit lui faire une remontrance. Le but de la remontrance est de remonter. Ce qu'on va dire une remarque constructive. Donc, la première façon pour que la remarque puisse être acceptée par l'autre, c'est que effectivement, ce soit clair dans ma tête que mon intention réelle est d'aider à construire et pas de casser l'autre. Parce que je reviens, si mon but c'est de le casser, alors je suis en train d'exprimer, de dire que je peux, dans ma tête, il existe un espace qui veut dire que ça a du sens. En te casser, je peux me construire. Je peux être moi mieux en ce que toi, tu sois moins bien. Mais si moi, je peux être mieux si toi, tu es moins bien, c'est que toi, c'est toi et moi, c'est moi. Donc, je suis en train de briser le socle du couple. Donc, la première chose, c'est de avoir cette règle très claire. Rien, ni personne, ni aucunement, rien qui soit passé ne peut justifier maintenant une situation dans laquelle je vais me comporter vis-à-vis de l'autre en lui disant toi, c'est toi et moi, c'est moi et je vais te casser. Et je vais te rendre un petit peu l'appareil de ce que tu fais. Alors, j'ai mon beau-père qui se connecte, j'espère pas dire de bêtises. Alors là, il ne peut pas venir pour venir, mais bon, quoi qu'il en soit. Alors, donc, reprenons. Donc, maintenant, comment je vais exprimer la chose? Je vous donne déjà plusieurs conseils. Premièrement, il y a un moment pour exprimer. D'accord? Si je cherche à construire quelque chose, à chaud, toujours à chaud, c'est jamais le meilleur moment pour parler des problèmes. D'accord? Si, par exemple, je dois exprimer à quelqu'un de dire je vais donner un exemple qui est un petit peu rien à voir, d'accord? Mais
D'accord? Aujourd'hui, donc en Israël, on garde les quelques synagogues ouvertes, d'accord, avec des règles très, 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 très précises. D'accord? Nous, on a la chance, on a une synagogue de 600 places, d'accord, et on est 10 dedans, donc on a 10 mètres d'écart entre chaque personne. Voilà. Une des choses, d'accord, qui n'a pas été imposée par le ministère de la Santé, mais que moi j'ai imposé dans la synagogue, toute personne un petit peu âgée ne rentre pas dans la synagogue. Ne rentre pas dans la synagogue. D'accord? Malgré ça, il y a une personne, d'accord, juste une personne âgée qui est venue avant pour étudier dans la synagogue. D'accord, bon, je peux comprendre. J'ai dit, il n'y a pas de problème, cette personne âgée, elle reste, on a plusieurs étages, elle va rester en bas et nous, on va aller prier en haut. D'accord? Donc, d'une certaine manière, j'annonce à la personne qu'il va devoir rester. C'est un peu violent, c'est difficile pour moi. Vous savez bien que moi, pourquoi je fais ça dans la vie? Je fais ça parce que j'aime les gens, j'aime apporter du bien-être aux gens. Et quand je dois dire quelque chose qui est dur pour les gens, c'est dur pour moi. D'accord? Mais en tout cas, par souci de responsabilité, je dis je ne peux pas rentrer dans le même espace là où il y a une personne fragile. D'accord? Maintenant, si tu dis à une personne, regarde, demain, on ne pourra pas venir, c'est pas la même chose qu'à l'instant où tu lui annonces à l'instant où il voit qu'il est déçu que finalement tu vas le laisser tout seul, et à ce moment-là, tu lui expliques. Parce qu'à ce moment-là, au niveau émotionnel, une personne n'est pas prête à être à l'écoute de ce qui se passe. Si on n'est pas sur le terrain de la discussion et de la réflexion, alors au fond, tu vas dire oui, parce que tu comprends, et il faut, et ceci, et cela, etc. Mais l'autre n'est pas émotionnellement dans un cas de discussion intellectuelle avec des exemples, il est dans un cadre émotionnel à fleur de peau. Donc, lorsque tu es quand tu es dans une relation où il y a l'émotion qui est très forte, ce n'est pas le meilleur moment pour commencer à discuter avec l'autre. Oui, parce que tu comprends, quand tu fais ça, moi, ça me fait faire ça, et après, ceci, cela, et ce n'est pas bon pour le comportement de la maison, pour le bien-être de la maison, etc. Donc, première règle, c'est de garder les discussions jamais au moment du vif. C'est-à-dire que si toi, émotionnellement, tu es retourné, ou que l'autre émotionnellement est retourné, c'est par définition le pire moment au monde pour avoir une discussion sur ce qui vient de se passer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit d'exprimer, de dire, écoute, là, je suis bouleversé, ou là, c'est difficile pour moi, là, je ne suis pas capable d'avoir une discussion intelligente et adulte sur ce sujet. D'accord? Donc, viens, on laisse pour l'instant de ça de côté, c'est pas grave, et viens, quand on sera calme, on en reparlera. Qu'est-ce que je suis en train d'exprimer à l'autre? Je suis en train d'exprimer à l'autre, j'ai un mal-être vis-à-vis de la situation. D'accord? Ce mal-être-là, il va falloir l'exprimer, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que je pense que c'est une situation qui ne doit pas se reproduire. D'accord? Je l'ai dit. Mais encore une fois, mon but, c'est quoi? C'est de régler. Mon but, c'est pas de te casser. Si je voulais te casser, je t'aurais cassé tout de suite. C'est facile de casser. Je n'ai pas besoin d'attendre. Oui, attends, je ne suis pas en mesure de te casser maintenant. Je ne sais pas exactement quelle vanne je vais te dire ou comment je vais te dire que tu es un gros nul. Non. Je cherche à construire. Je ne suis pas en état de construire. Donc déjà, tu as fait une chose très forte parce que tu as exprimé à l'autre qu'effectivement, il y a une problématique, mais jamais mon but, il est d'aller contre toi. On est ensemble. Viens, on est ensemble pour réfléchir à cette problématique, pour essayer d'améliorer la vie à la maison, notre rapport de couple, notre rapport, etc. Donc, ça doit déjà être, pour pouvoir l'exprimer à l'autre, ça doit être quelque chose qui est très clair pour moi. Je cherche à construire. Ça doit être clair. Si maintenant je sais que émotionnellement, ma réalité, elle est que je suis pas dans une réalité dans laquelle je suis dans un mode de construction, je dois être capable d'exprimer, de dire je ne suis pas capable de gérer ça. Éventuellement, de dire sache que cette situation, c'est difficile pour moi à vivre, on en parle plus tard. Et là, la technique numéro 1, d'accord, de l'incubation non agressive, c'est quoi? Ne dites jamais tu, mais dites je. Exemple, d'accord? Jusqu'au ça, on va faire un petit exemple de la Torah, d'accord? Lorsque Hachem vient voir Abraham Avinu pour lui demander quelque chose de complètement dingue, d'accord, de venir sacrifier son fils, d'accord? Donc, évidemment, plein de choses à dire là-dessus, et évidemment qu'on ne va pas les traiter là-dessus, mais on va prendre un aspect de cette histoire, d'accord? Donc, vous m'excuserez de ne pas parler de tout ce qu'on pourrait parler là-dessus, d'accord? Mais il va lui dire, Karna, prends s'il te plaît, et bintra, et yechidecha, asher ahavta, et Yitzhak. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'il vient et il lui dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak? Dis-lui Yitzhak. Vient le Midrash. Il nous dit la chose suivante. Cela pour donner encore plus de mérite à Abraham
pour rendre son épreuve encore plus difficile. Ah oui, comment? Lorsqu'il lui dit ton fils, il dit aïe, mon fils, ton unique, aïe, mon unique. Asheravta, celui que tu aimes, ah, je l'aime. Yitzhak, ah. Sur chaque parole, il a rendu, c'est-à-dire que s'il avait dit, on va dire un truc, c'est complètement fou. C'est-à-dire que la manière dont il a dit les choses, ça a transformé du tout au tout l'épreuve de Abraham. C'est-à-dire on aurait pu imaginer qu'il lui avait dit Abraham, tu Yitzhak, pas de problème, vas-y, donne-moi, et moi, j'ai pas de souci. Mais il aurait dit Abraham, prends ton fils, ton unique, Yitzhak, et là, il aurait dit je suis pas capable, je suis pas capable. C'est-à-dire que tu peux dire, mais quand quelqu'un te dit quelque chose d'aussi horrible, je ne vais pas rentrer dans les détails, quelque chose d'aussi horrible, qu'est-ce que je m'en fiche? Il me dit avec le sourire en disant s'il te plaît, pas en disant s'il te plaît. Réponse, ça change. Même si la substance de ce que je vais te dire est quelque chose qui est très dur, la façon dont je vais te le dire va tout changer. Parce qu'encore une fois, si on revient, alors c'est sûr que parfois, il y a des nouvelles qui sont très dures en soi. Mais en plus de la nouvelle qui a son degré de difficulté, il y a ce que ça va exprimer chez moi, notamment vis-à-vis de notre relation. Exemple, d'accord? Pas dans le couple. Mais tu dois licencier un employé. Ça va exprimer chez cette personne-là une remise en question de sa valeur personnelle. Donc, tu lui dis, maintenant, il y a un autre problème qu'il doit payer les factures. D'accord? Mais très souvent, la remise en question personnelle de la valeur de la personne est encore plus violente que la peur de savoir comment il va payer les factures à la fin du mois. D'accord? La première difficulté pour une personne, c'est de dire, en fait, je ne vaux rien. Donc, si tu dis à quelqu'un, tout simplement de dire, je t'estime beaucoup, et c'est vrai, mais écoute, je n'ai pas le choix, la situation fait que, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus entendable par la personne. Donc, je reprends. Lorsque je dois dire quelque chose à quelqu'un, encore plus au sein du couple, au sein de la famille, lorsque je vais lui dire tu as fait ceci, eh bien la personne elle va se sentir agressée et la première chose qu'elle va vouloir faire pour se sentir exister, c'est de venir contre-attaquer. Et tu as la preuve drôle là-dessus, une petite histoire, c'est que à chaque fois que ta femme elle veut te piquer sur un truc, quand ton fils il fait des bêtises, il dit va prendre ton fils. Alors ouais, ma femme ne veut jamais me piquer, d'accord, surtout quand j'ai mon beau-père qui est sur la ligne. Je rigole, d'accord. Ma femme ne me pique jamais. Mais effectivement, c'est vrai que je peux imaginer que ça existe dans d'autres couples. Quoi qu'il en soit, non, je rigole. C'est vrai, bonne remarque, tu as raison. Quoi qu'il en soit, mon Rav, il me donnait cet exemple. Imaginons que ta femme a préparé le repas et le repas, il est sorti brûlé. D'accord? Donc, qui a brûlé le repas? C'est pas toi. C'est pas ta belle-mère, c'est pas ta cousine, c'est pas le chat, c'est ta femme. D'accord? Mais quelque chose, je ne dis pas qu'il faut le dire comme ça, mais juste pour comprendre quelque chose aussi basique. Tu dis, tu as brûlé le plat, le fait tu as dit, tu as, je suis attaqué, je vais me défendre. Mais si tu dis, le plat est brûlé, même si tout le monde a compris qui a brûlé le plat, ben je vous promets que ça va faire une différence. Il y a une expérience qu'ils ont fait aux États-Unis qui est assez rigolote. Ils ont pris dans une université, donc il y a la queue pour la photocopieuse. Et donc, dans les premiers cas, ils ont fait, je sais pas, 50 fois de suite, 100 fois de suite, j'en sais rien. Ils sont venus et il y a quelqu'un qui est venu avec des feuilles. Il arrive et il dit bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous? Réponse non, fais la queue comme tout le monde. Deuxième tentative, d'accord, donc deuxième série de tests. Il est arrivé, il a dit, le même monsieur, il vient avec ses copies, il y a la queue, il dit bonjour, est-ce que je peux passer devant vous? Parce que je dois faire des photocopies. Évidemment que si tu dois passer, c'est pour faire des photocopies, ce n'est pas pour aller danser dans la photocopieuse. Mais le fait que tu aies pris le temps de dire parce que, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'essayer de profiter de toi, mais il y a une raison qui fait que j'ai besoin, eh bien la personne se sent tout simplement respectée. Parce qu'au fond, ma problématique, elle n'est pas tant de savoir si je vais perdre 30 secondes de la photocopieuse. La problématique, c'est une image de dire est-ce qu'on me respecte? Mais pourquoi? Pourquoi tu passerais devant moi? Mais de quel droit? Mais pourquoi ça? Mais tu ne me respectes pas. C'est-à-dire que on a pris un problème qui est très délimité, c'est-à-dire un problème de temps. Si tu passes devant, je vais prendre plus de temps. Un problème d'image de soi. Mais si tu es en train de discuter d'un problème d'image de soi avec la personne, c'est très complexe. D'accord?
C'est comme si tu fais une négociation dans le business. Tu parles d'argent, il faut voir l'offre, l'intérêt, l'offre, la demande, etc. Mais si dans l'offre, la personne voit une remise en question de sa valeur de ce qu'elle vaut, c'est très compliqué parce qu'au fond, même avec des milliards, parfois, je ne peux pas te donner l'impression que je suis en train de respecter ton travail. D'accord? Donc, au sein du couple, il faut savoir cette chose. Un, de choisir le moment où émotionnellement on est en train de parler de quelque chose où on est, ok, on a compris qu'on n'est pas là pour se faire du mal. Un. Deux, d'exprimer à l'autre, soit de le dire avec des mots, soit par son comportement, qu'on est venu justement parce que je veux qu'on construise. Et de ne pas essayer de mettre l'autre, lui mettre dans la figure ses problématiques et ses manquements. Exprimer un mal-être. D'accord? Je donne un exemple. Quelqu'un t'a parlé et a dit une phrase qui t'a fait du mal. D'accord? Si tu lui dis, alors, premier exemple, d'accord? Vous me dites ce que vous en pensez. Fais. Mais quoi? Mais tu te moques de moi? Mais comment tu me parles? Tu manques de respect? Qu'est-ce que tu as envie? Je vous l'ai fait là. Qu'est-ce que tu as envie quand quelqu'un te dit ça? Tu as envie de lui dire, mais tu as vu comment toi tu me parles? Mais comment tu me cries dessus? Me crie pas dessus, je fais ce que je veux. D'accord? Quand tu te sens agressé, tu te sens, tu dis, entre guillemets, tu es en train d'essayer de rentrer dans mon espace vital. Et donc, moi, je veux garder les frontières. Donc, pour ça, je dois te repousser. Donc, toi, tu es venu, tu es rentré et moi, je veux te repousser. Donc, on a un conflit et on n'a pas de discussion. D'accord? D'accord? Deuxième cas, un peu plus facile. D'accord? Tu me manques de respect. D'accord? Là, alors, je ne t'ai pas crié dessus. Mais encore une fois, je t'ai fait une remontation, tu me manques de respect. Donc, je me suis attaqué. Moi, je le dis d'une autre façon. Tu sais, je voulais te dire, j'ai été blessé par ce que tu m'as dit tout à l'heure. A priori, lorsque quelqu'un tu aimes et te dit j'ai été blessé, tu n'as pas envie de lui dire ah, mais quoi? Mais comment tu as été blessé? Mais je vais te blesser encore plus. D'accord? Tu as envie de dire ah, mais je suis désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Et là, d'un coup, tu as pris quelque chose qui n'est pas une situation de conflit, au fond, une façon d'exprimer l'importance qu'on a aux yeux l'un de l'autre et l'amour qu'on a l'un pour l'autre, etc. Donc, il n'y ait plus une raison, au contraire, de créer un conflit. Il y a Raphaël Benjamin qui va commencer tout de suite les discussions talmudiques, mais qui va être au contraire une raison d'exprimer le lien qu'on a vers l'autre. Parce que, et je vais finir là-dessus, d'accord? C'est très, très important, d'accord? De la même manière que je pense qu'ici, on est tous conscients que ça nous arrive de blesser les gens, de faire du mal, et évidemment que ce n'était pas ça notre intention, d'accord? Ça arrive, on fait des erreurs. De la même façon que nous, on est conscient de nous-mêmes qu'on fait des erreurs, que parfois on est maladroit, que parfois on n'avait pas pensé, et parfois on voulait et on pensait différemment, etc. Eh bien, on doit être capable de comprendre que c'est aussi la réalité des autres. Et on va voir que ça change tout. D'accord? Shlomo Amelech, il dit quoi? Hein? Il dit que comme les visages des gens sont comme le miroir l'un de l'autre. C'est-à-dire que la première chose, comment je vais regarder une personne, c'est souvent comme ça que je vais donner le ton de la situation. Si je commence par voir que je sais que tu es bienveillant, je sais que tu as voulu bien faire, soit en le disant, soit dans le ton d'exprimer, de dire je ne suis pas en train de remettre en question qui tu es, je ne remets pas en question ta valeur, je ne remets pas en question l'amour que tu as pour moi, etc. Mais je t'exprime un mal-être que moi j'ai eu. Alors d'un coup, on a mis l'autre dans une situation dans laquelle il est capable d'accepter son manque sans se sentir remis en question dans qui il est. Donc ça, encore une fois, c'était quelques clés que je vous ai données aujourd'hui, mais je pense que ce sont des clés qui sont essentielles de façon générale dans la vie, de façon générale dans les relations, encore plus dans le couple et encore plus dans un couple qui est dans une situation qui est inhabituelle, dans laquelle, vu tout est un petit peu chamboulé, alors, sans faire exprès, comme on l'a dit hier, on va parfois blesser l'autre, mettre l'autre à défaut, mettre l'autre à faire de peau. D'accord? Je redis en un mot ce que j'ai dit hier pendant le cours de hier soir. D'accord? Mais vu que je te découvre dans une nouvelle situation, je n'ai jamais découvert ma femme en confinement pendant 10 jours. D'accord? Donc, je découvre des nouvelles façons, des nouvelles réactions de ma femme. Donc, je ne sais pas comment ma femme réagit au fait d'être enfermée toute la journée. D'accord? Donc, je ne sais pas que je n'ai pas confiance
que quand ma femme est en fait rien toute la journée, elle a besoin de dormir plus. Elle a besoin d'avoir plus d'espace. Elle a besoin qu'on ne la dérange pas. Elle a besoin de prendre l'air. Elle a besoin de ceci, de cela. D'accord? Donc, ça va mettre des situations dans lesquelles, où, sans le faire exprès, on va avoir des comportements qui vont être difficiles à vivre pour l'autre parce que je ne le savais pas, je ne suis pas habitué à ça. Et donc, ça demande encore plus d'être capable d'exprimer ça en disant, faire ce qu'on appelle une remontrance, c'est-à-dire, je t'apprends, je comprends que tu ne le savais pas, je comprends que tu n'avais pas l'intention de, et je ne te remets pas en question sur qui tu es, sur le fait que tu m'as fait ça, juste je te donne l'information que tu sais que pour moi c'est difficile à vivre, pour moi c'est difficile, comme ça je l'ai vécu. Une excellente soirée à tous, beaucoup de paix, beaucoup de bonnes nouvelles à chacun d'entre nous et vraiment une réfoua chez les mains pour tous les malades de Corona et d'autres. Et une bonne nuit à tous. On se retrouve, peut-être Hachem, pour ceux qui veulent, sur le même lien, demain matin, dès 7h30, 7h45 heure d'Israël. On reprend les cours, on va étudier Michel Charim. Je vous promets qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur le travail personnel et son épanouissement. Bonne soirée à tous et tout de suite la main à Rabbi Raphaël.